Salut Internet, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo. Les photos de Philippe Toledano dans sa série A New Kind of Beauty ont de nombreuses caractéristiques d'un portrait traditionnel, mais elles ont été réalisées avec des personnes qui ont subi une chirurgie plastique reconstructive radicale. Cette série a été réalisée en 2009 et dans le temps, Philippe disait « Dans 50 ou 100 ans, je pense que l'humanité ne ressemblera plus à ce qu'elle est aujourd'hui à cause de la technologie. Beaucoup seront en mesure de redéfinir ce que signifie avoir l'air humain et ces personnes-ci sont à l'avant-garde de ce type de modification. » Aujourd'hui, 14 ans plus tard, on se rend compte qu'il a raison sur plusieurs points. Il y a 20 ans en arrière, la chirurgie plastique était une intervention assez dramatique, coûteuse, invasive, permanente et souvent risquée. Mais en 2002, le Botox avait été approuvé dans la prévention des rides et quelques années plus tard, on a des produits de comblement à l'acide hyaluronique tels que Juvederm et Restylane, qui ont d'abord comblé les ridules et les rides et peuvent maintenant être utilisés pour restructurer les mâchoires, le nez et les joues. Ces procédures durent de 6 à 1 an et ne sont pas aussi coûteuses qu'une chirurgie réelle. Le prix moyen par seringue de remplissage des lèvres est de 500 €. On peut aller chercher du Botox à la pause déjeuner, puis retourner directement au bureau après. La médecine de la beauté s'est en quelque sorte démocratisée. Avec l'installation de l'appareil photo sur nos téléphones et le développement des réseaux sociaux, où nous postons des selfies en quête de validation de notre humanité, l'humain est devenu de plus en plus conscient de son apparence. La création d'Instagram a définitivement instauré une dictature de la beauté où les dieux en sont les plus beaux et les plus belles. Un groupe de chirurgiens plastiques célèbres a émergé progressivement sur ce réseau, publiant des vidéos en accéléré, des procédures d'injection et des photos avant et après qui reçoivent des centaines de milliers de vues et de likes. Selon l'American Society of Plastic Surgeons, les Américains ont reçu plus de 7 millions d'injections de neurotoxines en 2018 et plus de 2,5 millions d'injections de remplissage. Cette année-là, ils ont dépensé 16,7 milliards de dollars en chirurgie esthétique. Et ça, c'est uniquement à l'échelle américaine. 92% de ces procédures ont été pratiquées sur des femmes. Grâce aux injectables, les procédures cosmétiques ne sont plus seulement pour les personnes qui veulent d'énormes changements ou qui sont profondément dans la bataille contre le vieillissement. Elles sont également pour les jeunes nés dans les années 90, les millénials et même la génération Z née à partir des années 2000, des personnes entre 18 et 22 ans. Par exemple, quand on prend Kylie Jenner née en 1997, elle a dit dans son émission de télé-réalité qu'elle a décidé d'agrandir ses lèvres après qu'un garçon ait fait des commentaires désobligeants sur ses lèvres fines quand elle avait 15 ans. Les vidéos de beauté féminine qui ne peuvent être atteintes que par des processus douloureux de manipulation physique ont toujours existé. Nous avons par exemple les pieds minuscules dans la Chine impériale et la taille de guêpe dans l'Europe du 19e siècle. On a commencé à noter l'empiètement d'Instagram sur les idéaux de beauté il y a 7 ans en arrière. Avant, le travail des chirurgiens consistait à faire en sorte que les gens règlent leur complexe physique. Aujourd'hui, c'est plus pour ressembler à une version améliorée d'eux-mêmes, obtenue grâce à des filtres d'Instagram et de Snapchat. C'est d'ailleurs pour limiter les conséquences de dysmorphie corporelle que provoquent ces filtres qu'Instagram a décidé de supprimer ces filtres qui changent profondément le visage en 2019. Mais il y a toujours d'autres applications ainsi que Snapchat qui est le chef de file, qui continue de proposer ces services-là, où les personnes ne ressemblent pas réellement aux images qu'elles postent en ligne. La recherche de ce qu'elles considèrent comme parfait amène de nombreux jeunes à recourir à la chirurgie esthétique. Ils changent des parties de leur corps parfaitement opérationnelles, sains et fonctionnels et même beaux pour se conformer à une mode corporelle. Ce qui est étrange, c'est que l'algorithme a tout aplati en un composite pour aboutir à un idéal de beauté qui favorise uniquement les femmes blanches capables de se fabriquer un look exotique sans racines. C'est ce qu'on appelle le rootless Instagram face.
Nous parlons par exemple d'un teint trop bronzé, une influence sud-asiatique pour les sourcils et la forme des yeux, une influence afro-américaine pour les lèvres, une influence caucasienne avec le nez, une structure de joue qui est principalement amérindienne et moyenne-orientale et les pommettes hautes qui sont une influence africaine. Le monde est tellement visuel en ce moment et cela ne fait que s'empirer. Et les gens veulent améliorer la façon dont ils se perçoivent, mais également tout faire pour en être et être les élites de ce nouveau monde-là. Sur l'impression que la technologie réécrit notre corps pour correspondre à ses propres intérêts, c'est-à-dire réarranger nos visages en fonction de ce qui augmente l'engagement et les goûts des utilisateurs, on assiste à un phénomène terrifiant qui dicte à l'humain sa morphologie. Parce que plus vous cliquez sur les visages que vous trouvez beaux, plus vous rapportez de l'engagement à ces sociétés-là à qui appartiennent les applications, plus les applications vont mettre en avant les personnes qui ressemblent aux photos sur lesquelles vous cliquez. Et de plus en plus, nous, en tant que personnes lambda sans chirurgie, on va commencer à se comparer à ces personnes chirurgies-là puisqu'elles vont remplir nos fils d'actualité. Dans un monde où les femmes sont récompensées pour la jeunesse et la beauté d'une manière qu'elles ne sont récompensées pour rien d'autre et où une souche de féminisme traditionnel, entre guillemets, si on peut appeler ça du féminisme, enseigne aux femmes que l'auto-objectivation est progressive parce qu'elle est rentable. Faire un travail cosmétique sur soi peut sembler être l'un des rares projets à haut rendement garanti qu'une femme puisse entreprendre. Se rendre beau, c'est donc investir dans sa propre valeur et le cercle de l'objectivation ne peut pas être plus complet. Il y a quelques années en arrière, il est considéré comme vulgaire, non intellectuel et anti-cérébral de faire de la chirurgie. Mais aujourd'hui, c'est de l'ordre du snobisme et c'est considéré comme stimulant de faire quelque chose qui vous donne un avantage. C'est pourquoi les jeunes vont vers la chirurgie pour améliorer quelque chose plutôt que de réparer quelque chose. C'est plus des actes liés à l'ego, à l'estime de soi, plutôt que liés à la santé. Ce qui est étrange aussi, c'est de voir comment ce qui est considéré comme non moderne et dévalorisant dans certaines cultures devient moderne et prié lorsque c'est adopté par la communauté blanche. Nous avons ainsi le développement des chirurgies ethniques qui sont diverses et diversifiées selon la communauté à laquelle vous appartenez. C'est le cas par exemple des yeux bridés asiatiques. Certains parents en Chine, en Corée, etc. offrent comme cadeau de passage d'un examen ou de réussite ou d'encouragement simplement à leurs enfants la chirurgie de débridement des yeux. La blépharoplastie asiatique. Plus de 9% de la population asiatique est passée sous le billard pour des raisons profondément ancrées dans les relents du colonialisme et des effets de la mondialisation ou plutôt de la westernisation des cultures, comme j'aime l'appeler. Aujourd'hui, dans ces régions-là, tu as plus de chances de trouver du travail dans certains secteurs si tu fais l'opération de blépharoplastie asiatique. C'est-à-dire que tu es amené à supprimer une caractéristique génétique propre à toi pour trouver du boulot dans ton propre pays. Et c'est ça qui est problématique. Et c'est assez ironique parce que les yeux de chat asiatiques font partie des opérations à la mode aujourd'hui faites par ces influenceurs-là, par des personnes blanches pour obtenir le visage d'Instagram. L'autre exemple de chirurgie ethnique est dans la communauté afro et consiste en la chirurgie ethnique du nez et des lèvres. Des personnes de descendance africaine modifient la forme de leur nez pour lui faire ressembler au nez fin et boutonneux caucasien en supprimant les caractéristiques génétiques du nez africain par défaut. Et c'est pareil, il y a quelques années, la réduction des lèvres africaines était aussi très en vogue, mais cette opération chirurgicale s'est arrêtée progressivement avec l'explosion des injections de botox et d'acide dans les lèvres par les personnes blanches voulant obtenir des lèvres africaines, des lèvres pulpeuses ressemblant à celles des noirs. Et tout ceci est encore ironique parce qu'on sait combien de préjudices et de discriminations et de harcèlements ont été subis par des personnes noires pendant des années associées à la forme et à la taille de leurs lèvres. Pareillement pour les personnes asiatiques qui ont été moquées, diabolisées dans les médias pour la forme de leurs yeux, qui feraient d'eux des personnes sournoises et indignes de confiance, etc., etc.
Donc on peut remarquer ici que des traits ayant servi à discriminer des personnes racisées deviennent acceptés dès qu'ils sont adoptés chirurgicalement par des personnes blanches. Le baromètre d'humanité reste toujours coincé sur les personnes blanches. Aujourd'hui, n'importe qui peut regarder une célébrité et penser pouvoir lui ressembler. Il suffit d'en avoir les moyens. Le développement de la chirurgie esthétique a ouvert des possibilités alors inespérées à des personnes et bien sûr, les dérives ont suivi. Aujourd'hui, nous avons des pensées comme la transracialité, où des personnes blanches peuvent changer de nationalité grâce aux opérations chirurgicales et à la médecine chirurgicale. Nous avons le cas de Holly London, qui voulait être coréen. Nous avons le cas de Martina Big, l'Allemande, qui se dit être noire, qui veut embrasser la culture noire, par exemple. Et rappelons que Holly London est français. Nous avons le cas de Rachel Dolezal, une blanche américaine qui a décidé de se faire passer pour une noire métisse afin de profiter du colorisme présent aux États-Unis pour devenir une personnalité importante dans la communauté noire. Elle est carrément devenue un porte-parole pour certains problèmes subis par la communauté noire alors qu'elle-même, elle est blanche. Pour passer comme métisse, elle se faisait faire du bronzage à outrance et elle faisait friser ses cheveux. C'est comme un blackface, mais d'un niveau élevé. Ce qui est important ici, c'est que ces origines qui sont prêtées entre guillemets par des personnes faisant partie du groupe dominant et oppresseur peuvent être abandonnées avec le temps. Les opérations peuvent être reversées par ces personnes-là qui pourront, quand elles en auront marre, réclamer simplement leur origine de naissance. Tandis que les personnes racisées qui continuent de subir ces discriminations liées à leurs origines ne pourront jamais rentrer et se départir de leurs gènes. Ce n'est pas un costume qu'ils peuvent enlever quand la vie en tant que personne racisée devient compliquée pour des raisons de racisme tout simplement. Et donc on se demande est-ce que c'est vraiment du transracialisme ou c'est un blackface exponentiel? Et est-ce que le transracialisme est une chose? Que des traits soient vilainisés et insultés chez des personnes dont ce sont les caractéristiques génétiques, mais salués lorsqu'ils sont obtenus artificiellement par des personnes publiques est symptomatique de cette société très hypocrite. Il y a quelques années en arrière, refaire son nez était le must à la mode. Puis il y a eu les lèvres et les yeux. Aujourd'hui, ce sont les joues. À chaque fois que vous vous soumettez à une dictature nouvelle, il y a une nouvelle mode qui survient et c'est une course sans fin pour rester pertinent et considéré comme belle et moderne. Aujourd'hui, la chirurgie à la mode est le fat buccal removal, qui signifie littéralement extraction de la graisse des joues. C'est censé vous donner un visage ciselé et mince. C'est une chirurgie qui existait déjà, mais brusquement, on ne sait pour quelle raison ces derniers mois, c'est revenu à la mode et on a vu de plus en plus de célébrités et leurs followers faire cette opération. Elle dure 40 minutes. Le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas encore les conséquences à long terme de cette opération. Mais ce qui est sûr, elle n'est pas sans conséquences. La graisse des joues permet de mastiquer sans se mordre l'intérieur des joues et retirer de manière agressive ce gras peut provoquer des problèmes d'élocution, en dehors du vieillissement rapide du visage que ça peut entraîner bien sûr. Lorsque cette opération est mal faite, elle peut provoquer un défigurement du visage comme on a pu le remarquer dernièrement avec Demi Moore. Le problème avec la chirurgie esthétique et l'avènement quotidien de nouvelles modes du corps, c'est l'installation de la dépendance. Faire de la chirurgie, c'est comme lorsque vous avez une très bonne coupe de cheveux et que vous vous sentez comme la meilleure version de vous-même. C'est ce sentiment-là, mais de manière exponentielle. Et là, on vit une époque étrange où les humains ordinaires reçoivent des notes quotidiennes qui semblent quantifier la performance de leur personnalité et de leur physique sur le marché. On peut se demander quelle sera la fin logique de ce va-et-vient croissant entre l'amélioration numérique et l'amélioration physique. Les gens font de la chirurgie esthétique aujourd'hui pour se sentir beau et moderne, pour se sentir à la mode pertinent, parce qu'on traite mieux les personnes perçues comme belles. L'humain a un biais concernant la beauté. Nous projetons des qualités positives sur tout ce qui est perçu comme beau et les caractères négatifs sur ce que nous percevons comme pas beau ou laid. C'est pour cela que de nombreux tueurs en série, ayant un physique avantageux, arrivent à tromper leurs victimes et reçoivent, après avoir été arrêtés, des lettres d'amour en prison. La majorité de la société regarde ces images
parfaitement posées et éditées de modèles d'Instagram. Et après avoir été bombardés toute la journée par ces images de belles femmes parfaites en ligne, les gens élèvent inconsciemment et isolent la norme de ce que signifie être féminine et attirante. Alors que les hommes hétérosexuels cisgenres regardent ces influenceuses-là pour leur propre désir et leur propre plaisir, parce qu'ils sont probablement attirés par la physicalité des modèles, les femmes de leur côté regardent presque toujours ces modèles pour s'inspirer à la recherche de leur beauté qui se transforme ensuite en autodérision critique. Nous sommes socialisés pour nous considérer les uns les autres comme des concurrents et le patriarcat nous encourage à centrer notre attrait physique au cœur de notre identité et par conséquent nous nous considérons souvent de manière critique et prenons des mesures telles que nous maquiller ou subir des interventions esthétiques dans l'espoir de devenir plus belle. Les mannequins Instagram exploitent les insécurités des autres femmes. Bien que suivre et regarder vos influenceurs préférés puisse commencer inconsciemment, cela conduit presque toujours à une sorte de problème d'estime de soi comparative. La majorité des femmes et des filles n'ont pas le même accès aux maquilleurs, aux formateurs, aux nutritionnistes, aux chirurgiens, etc. que ces mannequins en ligne ont. Par conséquent, les femmes qui n'ont pas ces ressources peuvent se sentir mal dans leur peau par rapport aux images hautement fabriquées des modèles Instagram. Les jeunes femmes, et en particulier les adolescentes sans identité et sans image corporelle pleinement développée, peuvent facilement avoir des problèmes d'image de soi et même des troubles de l'alimentation dans la poursuite d'un idéal insaisissable. Cette norme de beauté est si insaisissable que la petite fraction des filles qui s'y intègrent obtiennent des contrats d'approbation de marque, ce qui était impensable avant l'ère des réseaux sociaux. Ces opportunités suscitent naturellement un certain niveau d'insécurité chez d'autres femmes, c'est-à-dire que tellement elles sont belles qu'elles sont payées pour ça. Donc, on peut se rendre compte que ce n'est pas gratuit. Comme le nom influenceur l'implique, les influenceurs profitent des insécurités de leurs abonnés et les influencent à acheter plus de maquillage, plus de vêtements à la mode qui proviennent souvent de marques de fast fashion contraires à l'éthique. En fait, c'est des panneaux publicitaires. Certaines femmes ont fait plusieurs procédures cosmétiques pour reproduire le look Instagram. Des procédures telles que le lifting des seins et des fesses, et toutes ces procédures ont augmenté de façon exponentielle depuis le début du siècle, coïncidant avec l'essor des réseaux sociaux. Au mieux, les hommes rejettent les femmes qu'ils trouvent peu attrayantes. Au pire, ils abusent d'elles, ils les harcèlent, ils les insultent. Donc, en raison de la façon dont la société traite la beauté comme une partie intégrante de l'identité d'une femme, elles pourront faire face à des limitations professionnelles et sociétales par rapport aux femmes qui répondent à cette norme-là. C'est comme si vous devez être belle à tout prix lorsque vous êtes une femme. Vous n'avez pas le droit de ne pas être au goût des hommes qui vous entourent. Il faut absolument que vous leur plaisiez pour avoir de la valeur humaine à leurs yeux. Et c'est ça le problème avec cette société actuellement. Au fur et à mesure que les normes de beauté deviennent plus étranges, plus particulières et moins accessibles, la société dans son ensemble va s'habituer aux attentes esthétiques de ces personnes en ligne qui sont fake et refaites. Et dans la vie réelle, il y aura un plus grand nombre de femmes qui seront jugées pas attirantes, pas belles, pas attrayantes, paresseuses, qui ne prennent pas soin de leur corps, etc., etc. Et dans cette mesure, cela conduira à la maltraitance des femmes qui sont considérées comme conventionnellement pas belles, qui ne ressemblent pas à ces femmes-là d'Instagram. Sur la plupart des réseaux sociaux, une fois que vous interagissez avec les influenceurs, il faut savoir que l'algorithme en prend note et vous envoie plus de messages du même genre. Ainsi, les modèles Instagram deviennent progressivement omniprésents sur les fils d'actualité et les pages d'exploration de la plupart des gens en ligne. Bien que regarder ces images soigneusement sélectionnées peut être épuisant et vous rendre peu sûr, il faut considérer que personne n'est parfait dans la façon dont ces images le sont. Personne ne ressemble à ça dans la réalité. Les photos que vous voyez sur les réseaux sont posées et éditées, parfois même avec une équipe derrière le modèle, l'aidant à créer la meilleure image possible d'elle-même. Et sachant à quel point ces normes de beauté sont nocives pour les jeunes filles, il y a maintenant des influenceurs qui les défient activement en publiant des images intactes de leur visage et de leur corps, montrant leur moi authentique. Et c'est pour ça qu'il y a eu des moments où on avait des hashtags sans maquillage, no filter, etc., etc.
C'est parce que même eux qui vous vendent ces images parfaites-là, à des moments donnés, ils sont épuisés par cette obligation d'être à tout prix parfait. Donc, il faut faire des pauses sur les réseaux sociaux parce que tout le monde en a besoin. Ne suivez plus les influenceurs qui vous font vous sentir comme de la merde. Supprimez les applications si cela doit être fait et gardez toujours à l'esprit que les photos publiées par des célébrités sont souvent aussi fabriquées que possible. La question qu'on se pose en ce moment-ci, c'est à quoi est-ce que l'humain va ressembler dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans? Déjà avec la chirurgie esthétique et sa vulgarisation, on peut voir que les gens ne se contentent plus de se rendre beaux. De plus en plus de personnes vont à l'extrême en changeant complètement ce que c'est qu'un être humain, en se faisant placer des prothèses au niveau du front, des bras, en se faisant des tatouages sur tout le corps, en se faisant tatouer les yeux, en se coupant la langue, en se plaçant des prothèses de cornes, etc., etc., en voulant des seins énormissimes, des fesses énormissimes, des lèvres énormissimes. Rien qui ressemble de près ou de loin à un humain ordinaire. Donc, on peut se rendre compte que aujourd'hui, les gens définissent eux-mêmes ce que c'est qu'être un être humain selon leurs moyens. Et on peut se poser la question aussi si c'est l'ordre vraiment de la liberté de disposer de son corps comme on l'entend ou c'est juste de l'ordre de la pathologie. En attendant, le temps nous le dira. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'oubliez pas d'éduquer votre algorithme, de vous désabonner des gens qui vous font sentir mal dans votre peau. Je vous fais de grosses bises. Laissez-moi un commentaire ou un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. Et à très bientôt. Bye!